La légende continue, mais ce qui est arrivé à la fille qu'ils ont essayé d'enterrer vivante va vous choquer. Des griffes de la mort à un espoir inarrêtable, son histoire vous laissera sans voix. Regardez jusqu'à la fin. Luana se tenait droite sur la grande scène, sa voix forte alors qu'elle partageait son histoire de survie avec un public rempli de dirigeants, d'activistes et de survivants. Elle était devenue un symbole d'espoir, une femme qui avait été enterrée vivante mais qui s'était frayé un chemin retour pour bâtir un empire à partir de rien. Les flashs crépitaient, les mains applaudissaient, mais juste au moment où elle s'arrêta pour respirer entre deux mots, son regard croisa celui de quelqu'un dans la foule. Son visage, partiellement couvert par une écharpe, à moitié tournée, lui glaça le sang. C'était Ruggari, l'un des hommes masqués qui avait tenté de l'enterrer. Pendant une seconde, son cœur s'est arrêté. Sa voix trembla légèrement, mais quand elle regarda de nouveau, il était parti, disparu. Le passé qu'elle croyait enterré était revenu. De retour dans sa chambre d'hôtel, Luana ne pouvait se défaire de cette image. Elle a à peine dormi. Au matin, elle avait engagé un détective privé. Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée. Ruggari était vivant et faisait partie d'un réseau clandestin de traite de femmes. Le second homme, Tanso, avait été retrouvé mort l'année précédente dans des circonstances mystérieuses. Il ne s'agissait plus seulement d'elle. C'était plus grand. Sa douleur n'était qu'une pièce d'un puzzle bien plus sombre. Pour trouver la vérité, elle est retournée à Mazuba, la terre où tout s'était autrefois effondré. Elle portait un déguisement, cachant son identité à ceux qui pourraient la reconnaître. Elle a rendu visite à Kaland en prison, l'homme qui avait aidé à planifier sa chute. Il avait l'air faible, presque brisé, mais ses yeux portaient encore de la fierté. « Tu penses que j'étais le cerveau, toussa-t-il. Tu n'en connais pas la moitié. » Il a murmuré un nom, Nyari, l'ancienne amie de Luana, la femme qui l'avait trahi. Ses mains ont tremblé en partant. La trahison de Nyari était plus profonde qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Avec l'aide du détective, Luana a retrouvé la trace de Nyari. Elle avait simulé sa fuite et vivait sous un nouveau nom dans un autre pays, dirigeant de faux orphelinats et exploitant des vies innocentes. Luana ne voulait pas de vengeance. Elle voulait la justice. Elle a contacté Bok, l'homme qui lui avait un jour sauvé la vie. Devenu un leader humanitaire, Bok avait les ressources pour l'aider. Ensemble, ils ont monté un dossier. Des survivantes se sont manifestées. Des voix se sont élevées. Un mouvement a commencé. Pour attraper Nyari, Luana a pris une nouvelle identité. Elle s'est fait passer pour une riche investisseuse et a organisé une réunion pour soutenir l'un des faux projets de Nyari. Nyari ne l'a pas reconnu. Des caméras cachées ont enregistré chaque mot, chaque mensonge, chaque menace. Puis, juste au moment où Nyari signait le faux contrat, des agents d'Interpol ont fait irruption. Elle a tenté de s'échapper, mais Bok attendait dehors. Elle a été attrapée. La vidéo est devenue virale. Son empire s'est effondré, mais Ruggari était toujours en liberté. Il a enlevé de jeunes filles et a envoyé un message à Luana. Viens seule, ou elles disparaîtront. Elle y est allée, avec Bok la suivant secrètement. Dans un entrepôt abandonné, elle a affronté Ruggari. La police a pris d'assaut les lieux, sauvant les filles. Ruggari a tenté de fuir et a été abattu. Plus tard, Luana a lancé une alliance pour lutter contre la traite, nommée d'après Tanso. Même Kalamb, regardant depuis sa prison, s'est effondré et a envoyé des excuses publiques. Luana est retournée à Dulamba et a ouvert une école pour filles sur la terre même où elle avait été enterrée. Alors qu'elle coupait le ruban, le monde regardait. Non pas une victime, mais une guerrière. Après avoir aperçu Ruggari lors de son discours, Luana ne pouvait trouver le repos. L'image de son visage la hantait jour et nuit. Discrètement, sans alerter le public ni même ses plus proches alliés, elle a engagé un détective privé pour le retrouver. Elle avait besoin de réponses, et vite. Le détective a agi en silence, fouillant dans des archives cachées, de fausses identités et des murmures dans les coins sombres de plusieurs pays. Une semaine plus tard, le rapport est arrivé sur son bureau, et ce qu'il révélait lui a glacé le sang. Ruggari n'avait pas disparu. Il était entré dans la clandestinité, passant les frontières, changeant de nom et se cachant à la vue de tous. Mais il n'était pas seul. Le détective a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Tanso, le second homme masqué de cette terrible nuit, avait été retrouvé mort un an plus tôt.
Son corps avait été découvert derrière un entrepôt dans un village reculé, ligoté, meurtri et à peine reconnaissable. Personne ne l'a réclamé. Personne n'a enquêté en profondeur. L'affaire a été classée comme un meurtre lié à un gang. Mais Luana savait. Quelqu'un l'avait fait taire. Quelqu'un était en train d'éliminer les témoins gênants. En parcourant le reste du dossier, ses mains se sont mises à trembler. Ruggari ne se cachait pas seulement. Il était actif. Il était profondément impliqué dans un réseau criminel secret connu pour la traite de jeunes femmes à travers les frontières, fausses offres d'emploi, travail forcé et filles disparues. Tout cela était lié à Ruggari et à une chaîne de monstres plus vaste. Les preuves pointaient vers des cliniques illégales, de faux orphelinats et des entreprises de façade utilisées pour déplacer les femmes de village en ville, d'un pays à l'autre. Luana a regardé les photos et les noms, son cœur battant à tout rompre. Il ne s'agissait plus seulement de sa survie. Il ne s'agissait plus de vengeance ou même de justice pour elle-même. Son histoire, sa douleur, sa quasi-mort. Ce n'était qu'une partie d'une toile bien plus sombre. Les gens qui l'avaient enterrée vivante faisaient partie d'un système qui était toujours actif, qui faisait encore du mal à d'autres. Et maintenant qu'elle s'était relevée, il la surveillait, menacé par sa voix, effrayé par son pouvoir. Pendant des années, elle avait cru s'être échappée. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle n'était jamais censée survivre. Sa survie avait ruiné le plan de quelqu'un, et ils étaient encore en train de nettoyer les dégâts. La mort de Tanso en était la preuve. L'apparition de Ruggari n'était pas un hasard. C'était un avertissement, un rappel que les ombres de son passé n'en avaient pas encore fini avec elle. Mais Luana ne s'est pas effondrée. Au contraire, quelque chose en elle s'est durci. C'était plus grand que son histoire. Il s'agissait des filles sans voix qui disparaissaient sans laisser de traces. Des familles qui cherchaient en vain. Des secrets enfouis qui n'avaient jamais vu la lumière. Et elle a su alors qu'elle devait aller plus loin. Elle devait exposer chaque nom, chaque visage, chaque main qui faisait partie de cette chaîne cruelle. Sa mission n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Luana savait qu'elle ne pouvait pas combattre les ténèbres à distance. Pour vraiment comprendre ce qui lui était arrivé, et qui était derrière tout ça, elle devait retourner à l'endroit où tout avait commencé. Mazuba. Le village qu'il avait enterré, trahi et laissé pour morte. Déguisée dans un simple pagne, un foulard sur la tête et de grandes lunettes de soleil, elle a parcouru les routes poussiéreuses sans se faire remarquer. Son nom avait encore du poids à Mazuba, mais tout le monde ne savait pas qu'elle avait survécu, et encore moins qu'elle était devenue célèbre. Elle avait besoin de réponses, et une seule personne pouvait les lui donner. Kalamb. Kalamb, l'homme qui avait un jour détenu le pouvoir sur sa vie, celui qui avait aidé à planifier sa chute. Il était maintenant prisonnier, enfermé dans une cellule humide et oublié à la lisière du village. Le temps n'avait pas été tendre avec lui. Son visage autrefois fier était creux et pâle. Ses mains tremblaient en tenant les barreaux de métal. Il était malade, maigre et brisé physiquement, mais pas dans sa fierté. Quand Luana est entrée dans la pièce, il l'a regardée avec une lueur de surprise, mais sans culpabilité. « Tu n'es pas censé être ici », a-t-il marmonné. « J'ai besoin de la vérité », a-t-elle répondu fermement. Il a ri, un son sec et amer qui a résonné sur les murs. « Tu penses connaître la vérité ? Tu penses que tout venait de moi ?» Luana est restée immobile, l'observant attentivement. « Je n'étais qu'un pion », a admis Kalamb, sa voix rauque. « Un pion consentant, oui, mais pas le cerveau de l'opération. Il y a des noms puissants que tu n'as jamais entendus. Je n'étais que le visage qu'ils ont utilisé pour te faire taire. » L'estomac de Luana s'est noué. Pendant des années, elle avait cru que Kalamb et Nyari l'avaient détruite par jalousie et cupidité. Mais maintenant, elle voyait que ce n'était pas si simple. Kalamb avait été utilisé, tout comme elle. Et Nyari, a-t-elle demandé. Il a de nouveau ricané. Nyari n'était pas une idiote. Elle connaissait le jeu mieux que nous tous. Elle ne t'a pas seulement trahi, Luana. Elle jouait un jeu plus profond. Elle avait des relations. Elle a pactisé avec des démons. Luana a serré les poings. Kalamb ne lui a pas donné tous les noms, mais il lui en a donné assez pour savoir que la pourriture allait plus loin qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Nyari n'était pas seulement une traîtresse. Elle faisait partie d'une machine plus grande. Une machine qui utilisait les femmes comme des outils et les jetait quand elles n'étaient plus utiles.
Calambe s'est penché plus près, sa voix faible. Si tu t'attaques à eux, sois prête. Ils sont plus grands que tu ne le penses. Ils ne se contentent pas de tuer, ils effacent. Lyanna a quitté la prison, l'esprit en ébullition. Le véritable ennemi n'était pas une seule personne, mais un réseau caché bâti sur le mensonge, le pouvoir et la douleur. Mazuba n'avait été qu'une étape dans leur longue traînée de destruction. Et maintenant, la vérité l'appelait à creuser plus profondément. Son passé avait failli l'enterrer, mais maintenant, elle était prête à enterrer les ennemis de la vérité. Lyanna ne pouvait pas dormir. Les paroles de Calambe résonnaient dans sa tête. Il y a des noms que tu n'as jamais connus. Elle a commencé à creuser, utilisant les contacts qu'elle s'était créés au fil des ans et l'aide du détective privé. Plus elle cherchait, plus l'image devenait claire. Nyari ne l'avait pas seulement trahie, elle s'était évanouie dans une autre vie. Sous un faux nom, dans un nouveau pays, Nyari s'était reconstruite. Et elle ne se cachait pas dans la honte, elle prospérait. Lyanna a trouvé la preuve que Nyari s'était associée à de puissants hommes d'affaires dans une riche ville côtière. En surface, elle dirigeait une organisation caritative internationale soutenant les orphelines. Mais en coulisses, c'était une façade pour quelque chose de bien plus sombre, la traite d'êtres humains, les adoptions illégales et le travail forcé. Ces soi-disant orphelinats n'étaient que des centres de rétention. Le cœur de Lyanna se serra de rage. La femme qu'il appelait autrefois sa sœur était devenue une prédatrice pour les innocents. Ce qui a le plus choqué Lyanna, c'est l'intelligence avec laquelle Nyari avait manipulé le système. Elle avait inventé une histoire de victime, prétendant avoir été accusée à tort à Mazuba et utilisant cette pitié pour attirer des donateurs étrangers et des relations de haut niveau. Des articles la louaient comme une survivante devenue humanitaire. Elle apparaissait dans des conférences de presse, souriait sur des photographies avec des ministres et prononçait des discours sur le sauvetage de filles. Tout n'était que mensonge, chaque mot. Lyanna a rassemblé des documents, des photos et des témoignages de personnes qui avaient travaillé pour Nyari, des femmes de ménage, des chauffeurs, même un ancien garde. La plupart avaient peur de parler, mais quelques courageux ont dit la vérité. Une femme, Kemi, a révélé comment elle avait vu Nyari vendre 3 filles à des sponsors étrangers. Une autre a raconté comment Nyari punissait quiconque remettait en question ses ordres, menaçant de les expulser ou de les faire taire. Plus Lyanna entendait d'histoires, plus sa détermination grandissait. Il ne s'agissait plus de vengeance, mais de justice. Pour les filles enfermées derrière les portes de faux orphelinats, pour les femmes utilisées et jetées, pour les familles trompées et déchirées. Lyanna n'allait pas laisser Nyari se cacher derrière son identité volée et ses faux sourires. Elle a commencé à monter un dossier, rassemblant tranquillement tout ce dont elle aurait besoin pour exposer l'opération au monde. Elle savait que ce ne serait pas facile. Nyari avait de l'argent, de l'influence et un réseau solide. Un faux pas et l'affaire disparaîtrait, ou pire, les filles encore piégées seraient déplacées. Mais Lyanna avait déjà survécu à la tombe, il n'y avait plus de peur en elle. Elle a agi avec prudence, a étudié l'emploi du temps de Nyari et a cartographié ses opérations. Elle a même découvert les comptes offshore où l'argent des dons était détourné. Dans ces moments de calme, Lyanna fixait le visage de Nyari sur son écran, le même visage qui souriait un jour à ses côtés lors des danses d'enfance à Mazuba, et qui maintenant, dans des salles de conseil, signait des papiers qui détruisaient des vies. Lyanna se murmura, « Tu m'as enterré une fois, Nyari, mais c'est moi qui tiens l'appel maintenant. » Et c'est ainsi que sa mission est devenue claire. Elle ne trouverait pas le repos tant que chaque fille que Nyari avait blessée ne serait pas libre. Non pas par la violence, non pas par la colère, mais par la vérité. Parce que la justice la plus puissante est celle qui transforme le silence en tonnerre. Lyanna savait qu'elle ne pouvait pas mener cette bataille seule. Le poids de tout ce qu'elle avait découvert était trop lourd à porter. C'est alors qu'elle a contacté Bok, l'homme qui l'avait un jour tiré du bord de la mort et lui avait donné la force de se relever. Au fil des ans, Bok s'était fait un nom en tant qu'humanitaire respecté. Il dirigeait des refuges pour les femmes et les enfants maltraités et travaillait avec des organisations mondiales pour secourir les victimes de la traite. Quand Lyanna lui a tout raconté, il n'a pas hésité. Il l'a cru instantanément. Ensemble, ils ont formé une alliance discrète, opérant dans l'ombre, mais avec un objectif clair, exposer la vérité et démanteler tout le réseau, pièce par pièce. Bok avait des contacts, des avocats, des journalistes, des enquêteurs, et même des lanceurs d'alerte au sein des forces de l'ordre. Lyanna a apporté son feu, son expérience de première main et la montagne de preuves qu'elle avait rassemblées. Leur mission n'était pas seulement d'arrêter Nyari ou Rugari.
C'était de s'assurer que personne d'autre ne souffre comme il l'avait fait. Ils ont commencé par les survivantes. Luana et Book se sont rendus dans différentes villes, contactant des refuges et des cliniques où les victimes restaient souvent cachées. C'était un travail douloureux. Beaucoup avaient trop peur pour parler. Certaines avaient été réduites au silence par des menaces, d'autres par la honte. Mais lentement, les histoires ont commencé à affluer. Une fille a immédiatement reconnu le nom de Rugari. Il l'avait trompée avec des promesses de travail et l'avait enfermée dans un entrepôt pendant des mois. Une autre, une femme du propre village de Luana, a avoué qu'elle avait été recrutée par la soi-disant organisation caritative de Nyari et s'était retrouvée victime de la traite transfrontalière. Chaque histoire a renforcé leur dossier. Book a organisé des conseillers et un soutien juridique, s'assurant que celles qui parlaient étaient protégées. Les survivantes qui s'étaient un jour senties oubliées ont maintenant trouvé de l'espoir dans le courage de Luana. La nouvelle a commencé à se répandre. D'autres victimes se sont manifestées, certaines de Mazuba, d'autres de lieux dont Luana n'avait même jamais entendu parler. Des schémas ont commencé à se dessiner. Les liens entre les routes de contrebande de Rugari et les faux orphelinats de Nyari sont devenus plus clairs. Ils ont documenté chaque détail. Nom, date, lieu. L'équipe d'avocats de Book a commencé à préparer les accusations tandis que des journalistes de confiance recevaient juste assez d'informations pour commencer à poser les bonnes questions. Ils n'ont pas précipité les choses. Chaque mouvement était calculé. Ils savaient qu'ils s'attaquaient à des personnes avec de l'argent, de l'influence et le pouvoir d'effacer des preuves du jour au lendemain. Mais ils savaient aussi que la vérité était plus forte. Un jour, Book a regardé Luana et a dit, « Tu ne racontes plus seulement ton histoire. Tu donnes aux autres la force de raconter la leur. » Et c'était vrai. Luana n'était plus seulement la survivante de Mazuba. Elle était devenue un symbole, une voix pour les sans-voix. Chaque nouvelle survivante qui se manifestait était une victoire. Chaque larme partagée, chaque souvenir exprimé à voix haute, était une fissure dans le mur du silence construit par la peur. Le mouvement ne concernait plus seulement la justice. Il s'agissait de guérison, de reprendre le pouvoir volé dans l'obscurité. Luana et Book se tenaient ensemble, non pas en victimes, mais en guerriers. Et bien que le combat soit loin d'être terminé, ils savaient qu'ils n'étaient plus seuls. Le monde commençait enfin à écouter. Luana savait que si elle voulait faire tomber Nyari, elle devait entrer droit dans la toile de l'araignée. Elle est donc devenue quelqu'un d'autre, une riche investisseuse avec un faux nom, des vêtements coûteux et une histoire convaincante. Elle a appris le langage des affaires, a pratiqué son accent et s'est entourée de professionnels engagés qui ont parfaitement joué leur rôle. Tout devait paraître réel. Elle a créé de faux documents d'entreprise, a organisé des réunions de luxe et, par des canaux discrets, a fait savoir aux gens de Nyari qu'elle était intéressée par le financement d'un projet d'expansion d'orphelinat. Il n'a pas fallu longtemps pour que Nyari morde à l'hameçon. La réunion a été fixée dans un hôtel de luxe dans un pays étranger. L'équipe de Book a truffé la suite de caméras et de dispositifs audio cachés. Chaque détail était planifié. Luana attendait à table, le cœur battant, mais le visage calme. Quand la porte s'est ouverte, Nyari est entrée, l'air confiant, bien habillée et plus puissante que jamais. Elle se comportait comme une femme qui se croyait intouchable, et à ce moment-là, elle n'a pas reconnu Luana. Elle n'a vu qu'une femme riche, une partenaire potentielle, une autre poche à remplir. Nyari a commencé à parler, vite et bien. Elle a décrit le faux projet d'orphelinat comme une noble cause, montrant des brochures glacées remplies d'enfants souriants qui n'existaient pas. Puis, sans hésiter, elle est passée à son véritable argumentaire, comment l'investisseuse pourrait doubler son argent en déplaçant les bonnes personnes à travers les frontières, en utilisant l'orphelinat comme couverture. Elle a ri en parlant, lançant des noms d'hommes d'affaires, de fonctionnaires gouvernementaux et de policiers corrompus qui faisaient tous partie du système. Elle s'est vantée de la facilité avec laquelle on pouvait faire disparaître des gens, de la simplicité avec laquelle on pouvait faire taire quiconque posait des questions. Luana a écouté, hochant la tête, feignant d'être impressionnée, tandis que la caméra cachée enregistrait chaque mot. Mais à l'intérieur, sa colère brûlait. Entendre Nyari parler si nonchalamment de détruire des vies lui a rappelé tout ce qu'elle avait survécu et toutes les femmes qui n'avaient jamais eu la chance de se battre. Pourtant, elle est restée calme, professionnelle, ne se trahissant jamais. La réunion a duré 1 heure. Nyari lui a même proposé de la présenter à des clients qui l'aideraient à accélérer les choses. Quand ce fut terminé, elles se sont serrées la main. Nyari est sortie avec un sourire, croyant avoir encore gagné.
Mais elle n'avait aucune idée qu'elle venait d'avouer des crimes sur bande, traite d'êtres humains, corruption, complot et fraude, le tout de sa propre voix. Dès que la porte s'est fermée, l'équipe de Bok est sortie. Ils ont rangé le matériel, ont sauvegardé les enregistrements et ont sécurisé les preuves. Luana s'est assise, respirant lourdement, les mains tremblant légèrement, non pas de peur, mais de soulagement. Elle l'avait fait. Elle avait regardé son ennemi dans les yeux et était restée forte. Le piège avait fonctionné. L'araignée était tombée droit dedans, aveugle et fière. Maintenant, avec la vérité enregistrée, ils étaient prêts pour la prochaine étape. La justice n'était plus un rêve. Elle était enfin à portée de main. La réunion finale a été fixée. Nyari est arrivée vêtue d'un tailleur blanc, confiante et fière, prête à signer un accord de plusieurs millions de dollars avec la fausse fondation que Luana avait créée. La salle de conférence de l'hôtel scintillait d'élégance, remplie de faux assistants, de documents et d'accessoires qui rendaient l'accord officiel. Luana était assise en bout de table, vêtue avec élégance, sa posture calme, ses yeux observant chaque mouvement. Nyari n'avait aucune idée qu'elle était à quelques secondes de tout perdre. Juste au moment où Nyari a pris le stylo pour signer, les portes se sont ouvertes à la volée. Des agents d'Interpol ont envahi la pièce, des costumes impeccables, des officiers armés et les flashs aveuglants des appareils photo. Pendant un instant, Nyari s'est figée, stupéfaite, puis la panique l'a envahie. Elle a poussé la table, en voyant des documents volés, et a sprinté vers une sortie cachée qu'elle seule pensait connaître. Mais le chemin avait déjà été découvert. Au bout du couloir, Bok se tenait, bloquant le passage. Sa présence était calme mais ferme. « C'est fini », a-t-il dit. Nyari s'est retourné, cherchant une autre issue, mais il n'y en avait aucune. Les agents l'ont encerclée. Elle a crié, s'est débattue, a menacé, mais c'était inutile. Ils lui ont passé les menottes et l'ont fait sortir par le hall de l'hôtel, où les caméras tournaient et où les gens chuchotaient. Pour la première fois depuis des années, Nyari semblait impuissante. Dehors, les journalistes se sont rapidement rassemblés. En quelques minutes, la nouvelle de l'arrestation a fait le tour d'Internet. Mais ce qui a vraiment explosé, c'est la vidéo que l'équipe de Luana a publiée. La vidéo montrait clairement Nyari proposant des marchés illégaux, se vantant de la traite et se moquant des personnes qu'elle avait blessées. Les gens étaient horrifiés. La vidéo a été partagée sur toutes les plateformes sociales. Elle a été diffusée sur les chaînes d'information, a rempli les blogs et a dominé les conversations. Les gens ne pouvaient pas croire jusqu'où sa noirceur avait atteint, ni combien de temps elle s'était cachée derrière son charme. Mais la plus grande vague est venue des survivantes. Une par une, des femmes de différents pays ont commencé à parler. Certaines s'étaient échappées des camps de Rugari, d'autres avaient été victimes de l'escroquerie de l'orphelinat de Nyari. Elles ont partagé des noms, des photos, des dates, et elles l'ont fait en utilisant un hashtag puissant, #BuriéButLive, enterrez mes vivantes. L'expression a capturé ce que tant de personnes avaient ressenti, ensevelies par la honte, la peur et le silence, mais toujours vivantes et enfin prêtes à se relever. Le hashtag s'est répandu comme une traînée de poudre. Des célébrités l'ont repartagé. Des activistes ont organisé des marches. Les survivantes ont trouvé de la force dans l'histoire des autres. Ce qui avait commencé comme la mission privée de Luana s'était transformé en un mouvement mondial. Les gouvernements ont ouvert des enquêtes. Les gardes frontières ont arrêté d'autres membres du réseau. Des tuyaux anonymes ont afflué. Pendant ce temps, Nyari était assise dans une cellule de prison, seule, sans son pouvoir ni sa protection habituelle. Son empire s'était effondré en quelques heures. Les mêmes médias qu'elle avait un jour manipulés montraient maintenant sa chute sur tous les écrans. Elle n'était plus un cerveau. Elle était une criminelle, entièrement exposée. Luana a regardé tranquillement, non pas avec de la vengeance dans le cœur, mais avec de la paix. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas célébré. Elle a simplement senti un poids se lever de ses épaules. La vérité était sortie. La justice avait commencé. Et les voix qui avaient été un jour réduites au silence étaient maintenant plus fortes que jamais. Rugari n'en avait pas fini. Après l'arrestation de Nyari, tout le monde pensait que le cauchemar était terminé. Mais Rugari avait un dernier plan cruel. Il a enlevé un groupe de jeunes filles d'un village reculé, le genre d'endroit loin de la ville où l'aide semblait lointaine. Puis il a envoyé un message glaçant directement à Luana. « Viens seule, ou elles disparaîtront pour toujours. » Les mots l'ont frappé comme un coup de poing,
mais ils ont aussi déclenché une détermination féroce en elle. Malgré les avertissements de Boke et de la police, Luana a refusé de laisser la peur la contrôler. Elle savait qu'elle devait affronter Rugari seule pour sauver ses vies innocentes. Soigneusement, Luana s'est préparée à la confrontation. Boke, sage et expérimenté, ne voulait pas la laisser sans protection, alors il a insisté pour la suivre à chaque pas. À l'aide d'un GPS, il est resté connecté avec Luana, prêt à appeler des renforts à tout moment. Luana s'est de nouveau déguisée, se fondant dans l'ombre comme auparavant. Elle n'était plus une simple survivante. Elle était une guerrière marchant au-devant du danger pour le bien des autres. Elle a trouvé l'endroit que Rugari avait indiqué. Un vieil entrepôt abandonné à la périphérie de la ville. Silencieux et sinistre, avec des fenêtres brisées et des portes en métal rouillé. Chaque son résonnait. Chaque ombre semblait bouger. Le cœur de Luana battait à tout rompre, mais elle est restée calme. Elle pouvait sentir Rugari la regarder, attendant qu'elle fasse une erreur. À l'intérieur, Rugari s'est montré, froid et cruel comme toujours. Il a souri narquoisement, confiant que cette fois, il gagnerait. Les filles étaient cachées quelque part au fond, effrayées mais vivantes. Rugari a essayé d'intimider Luana, l'avertissant de reculer, mais elle a tenu bon. Elle lui a dit qu'elle n'avait pas peur, que son mal se terminerait aujourd'hui. L'air était lourd de tension, chaque seconde s'étirant comme une corde raide. À l'insu de Rugari, Boke avait disposé une équipe de police cachée à proximité, prête à intervenir au signal de Luana. Alors que la confrontation devenait de plus en plus dangereuse, Luana a réussi à passer un appel discret via son téléphone. En quelques instants, des policiers ont fait irruption par les portes. Rugari a paniqué et a tenté de s'enfuir, mais il a été accueilli par des tirs. Il a été abattu en tentant de s'échapper, s'effondrant avant que les officiers ne puissent le maîtriser complètement. La police s'est précipitée pour trouver les filles. Une par une, elles ont été sorties, terrifiées mais en sécurité. Les larmes ont coulé, les étreintes ont été partagées, et le soulagement était immense. Luana a aidé à les réconforter, leur promettant un avenir où elles ne souffriraient plus jamais. Le village a rapidement appris la nouvelle, et l'espoir s'est répandu comme une traînée de poudre. Pour Luana, c'était plus qu'un sauvetage. C'était une victoire contre les ténèbres qu'il avait un jour enterrées. Le dernier jeu de Rugari avait échoué, et le prix qu'il a payé fut sa liberté. Mais plus important encore, les filles étaient libres de vivre à nouveau, de rêver, de grandir sans peur. Boke a rejoint Luana à l'extérieur de l'entrepôt, leurs yeux reflétant le poids de ce qui venait de se passer. Il savait que le combat n'était pas terminé, mais cette bataille était gagnée. L'histoire de survie et de courage n'était plus seulement la sienne. Elle appartenait à chaque fille sauvée, à chaque famille guérie et à chaque voix élevée contre le mal. L'ombre de Rugari avait disparu, mais la lumière de Luana était plus brillante que jamais. Après la bataille finale avec Rugari, Luana savait que la lutte contre la traite était loin d'être terminée. Elle a décidé de porter sa mission à un niveau supérieur, en créant une nouvelle alliance internationale dédiée à mettre fin à la traite des êtres humains pour toujours. Elle a nommé l'Alliance d'après Tanso, le second homme masqué décédé dans des circonstances mystérieuses, un homme qui n'a jamais eu la chance de trouver la rédemption, mais dont l'histoire méritait d'être rappelée. En honorant Tanso, Luana a envoyé un message puissant, même ceux qui sont perdus dans les ténèbres peuvent inspirer le changement. L'Alliance a rapidement pris de l'ampleur. Des personnes de différents pays, des gouvernements et des organisations ont uni leurs forces, unis par un seul objectif, arrêter la traite et protéger les plus vulnérables. Des survivantes se sont manifestées, partageant leurs histoires pour exposer la cruauté cachée derrière des portes closes. Le mouvement est devenu bruyant, impossible à ignorer, comme une tempête balayant les frontières. La sensibilisation s'est propagée via les réseaux sociaux, les médias et les communautés. La voix de Luana est devenue une lueur d'espoir, inspirant d'autres à se lever et à se battre. De retour en prison, la vie de Kalamb avait pris un tournant inattendu. Autrefois froid et impénitent, il était maintenant assis tranquillement dans sa cellule, réfléchissant à tout ce qu'il avait fait. Pour la première fois, des larmes ont coulé sur son visage. Le poids de ses crimes l'a écrasé et la culpabilité a consumé son âme. Il a réalisé la destruction qu'il avait causée, non seulement à Luana, mais à beaucoup d'autres. Son cœur se serra de regret pour les choix qu'il avait menés ici. Depuis sa cellule de prison, Kalamb a écrit une lettre d'excuse publique qui a secoué la nation. Il a pleinement admis sa culpabilité et a assumé la responsabilité de la douleur qu'il avait causée. Mais plus important encore,
il a supplié les jeunes hommes du monde entier de ne jamais suivre le chemin qu'il avait choisi. Il les a avertis de la facilité avec laquelle on pouvait se perdre dans le pouvoir, la cupidité et la cruauté, et de la difficulté de trouver le chemin du retour. Sa lettre était brute et honnête, un rare moment de vulnérabilité de la part d'un homme qui avait un jour semblé intouchable. Les excuses de Calambe ont touché une corde sensible. C'est devenu une leçon pour beaucoup, un récit édifiant montrant les conséquences des mauvais choix. Les gens en ont largement discuté, des salles de classe aux couloirs du gouvernement. Ces mots ont donné un nouvel élan à l'alliance de Luana, rappelant à tous pourquoi le combat était nécessaire. Il ne s'agissait pas seulement de punition, il s'agissait de changement, de guérison et d'empêcher les autres de subir le même sort. Pendant ce temps, l'alliance de Luana travaillait sans relâche. Ils ont créé des programmes pour secourir les victimes, fournir des conseils et reconstruire des vies. Ils ont formé les forces de l'ordre à reconnaître les signes de la traite et à réprimer les réseaux criminels. Les gouvernements ont adopté des lois plus strictes et les communautés se sont mobilisées pour protéger leurs enfants. L'Alliance a transformé la tragédie en action, donnant du pouvoir aux survivantes et de l'espoir à celles qui étaient encore piégées. Luana parlait souvent de Tanso, l'homme dont la mort avait déclenché ce mouvement. Elle racontait comment même les âmes les plus sombres pouvaient inspirer la lumière si leur vie était rappelée à juste titre. Nommer l'Alliance d'après lui n'était pas seulement symbolique, c'était une promesse que l'histoire de personne ne serait oubliée et que chaque vie comptait. Finalement, la justice a été gravée dans la pierre, non seulement par les tribunaux et les lois, mais par le changement dans les cœurs et les esprits. Le parcours de Luana avait bouclé la boucle, de victime à victorieuse, de chassée à héroïne. Elle avait bâti quelque chose qui lui survivrait, quelque chose d'assez puissant pour arrêter le mal qui avait un jour tenté de l'enterrer vivante. Son alliance se dressait comme un bouclier pour les vulnérables, une arme contre les ténèbres et un héritage d'espoir écrit avec courage et vérité. Et quelque part derrière les barreaux de la prison, les larmes de Calambe rappelaient au monde que même les cœurs les plus durs pouvaient se briser et peut-être, juste peut-être, commencer à guérir. Le voyage de Luana a bouclé la boucle lorsqu'elle est retournée à Dulamba, le village même où son cauchemar a commencé et où elle a été enterrée vivante. Cette fois, elle n'est pas venue en victime, mais comme une lueur d'espoir et de force. Les villageois se sont rassemblés, certains avec des larmes, d'autres avec admiration, alors qu'il assistait à un moment puissant, une nouvelle école pour filles s'élevant du sol, là où elle avait failli perdre la vie. C'était un symbole de renaissance, la preuve que les ténèbres pouvaient céder la place à la lumière. Alors qu'elle se tenait devant la foule, les mains de Luana ont tremblé, non pas de peur, mais du poids de tout ce qu'elle avait enduré et surmonté. Ces mêmes mains qui avaient griffé la terre avec désespoir tenaient maintenant les ciseaux pour couper le ruban inaugurant officiellement l'école. Tous les yeux étaient sur elle et tous les cœurs battaient à son rythme. Elle n'était plus une simple survivante. Elle était une guerrière, une leader et un symbole d'espoir inarrêtable pour chaque fille à qui on avait un jour dit qu'elle était impuissante. Boke se tenait fermement à ses côtés, sa présence rappelant le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble. Depuis le moment où il lui a sauvé la vie jusqu'à maintenant, son soutien indéfectible avait été une source de force. Ensemble, ils représentaient non seulement la survie, mais aussi la promesse de justice et d'un avenir meilleur. L'école était plus que des briques et du mortier. C'était une forteresse contre les horreurs que Luana avait affrontées. C'était un endroit où les filles pouvaient apprendre, grandir et rêver sans peur, un endroit où leur avenir ne serait plus volé. L'histoire de Luana s'est répandue bien au-delà de Dulamba. La nouvelle de son courage, de son combat et de sa nouvelle école a conquis le cœur des gens du monde entier. Les réseaux sociaux ont bourdonné de messages de soutien, avec le hashtag #TheLegendLiveson, la légende continue, devenant virale sur tous les continents. Les femmes et les filles du monde entier ont trouvé l'inspiration dans son histoire, réalisant que, peu importe à quel point la vie devient sombre, il y a toujours un moyen de se relever. Le nom de Luana est devenu synonyme de force, de justice et d'espoir. L'école a accueilli ses premières élèves à bras ouverts. Les filles qui craignaient autrefois la nuit parcouraient maintenant fièrement ses couloirs. Les enseignants, les bénévoles et les leaders communautaires se sont réunis pour créer un environnement sûr et stimulant. Des bourses ont été créées pour les familles les plus pauvres, garantissant que l'éducation soit un droit, et non un privilège. Luana rendait souvent visite, partageant son histoire et encourageant chaque fille à croire en elle-même. Elle leur a appris que leur passé ne les définissait pas, et qu'avec du courage et du soutien, elle pouvait briser n'importe quelle chaîne. Dans ses discours, Luana parlait souvent de résilience et de pardon. Elle rappelait à tous que si la vengeance pouvait consumer l'âme, la justice et la guérison pouvaient la libérer.
Elle a rendu hommage à ceux qui l'avaient aidé en cours de route, Bok, les survivantes qui ont partagé leur voix, et même ceux qui l'avaient un jour blessé mais qui faisaient maintenant face à la justice. Son message était clair, les ténèbres peuvent être vaincues, et l'avenir appartient à ceux qui refusent d'être brisés. L'école est rapidement devenue un symbole de transformation, un monument vivant au pouvoir de l'espoir. Les parents des villages voisins ont amené leurs filles, désireux de leur donner la chance que Luana s'était tant battue pour créer. La communauté a prospéré à mesure que de plus en plus de filles étaient éduquées et autonomisées, brisant les cycles de pauvreté et d'abus. La vision de Luana s'était épanouie en réalité, un monde où les filles pouvaient se tenir droites et revendiquer leur juste place. Les années ont passé, mais la légende de Luana ne s'est jamais estompée. Son histoire a été racontée autour des feux, dans les salles de classe et à travers les générations. Elle avait transformé une tombe en fondation, et ce faisant, elle avait déclenché un mouvement qui changerait d'innombrables vies pour toujours. Luana n'était pas seulement un nom. Elle était un symbole que, peu importe la profondeur des ténèbres, la lumière pouvait toujours revenir, plus brillante et plus forte qu'auparavant. Si l'histoire de Luana a touché votre cœur et vous a rappelé que, peu importe à quel point la vie devient sombre, il y a toujours de l'espoir, alors laissez son courage vous inspirer à vous élever contre l'injustice à votre manière. Chaque voix compte. Chaque action compte. Qu'il s'agisse de soutenir les survivantes, de sensibiliser ou simplement de croire au pouvoir de la résilience, ensemble, nous pouvons créer un monde où personne n'a à souffrir en silence. N'oubliez pas, la force de Luana ne résidait pas seulement dans sa survie. Il s'agissait de se battre, de reconstruire et de devenir un symbole d'espoir pour des milliers de filles qui méritent un avenir meilleur. Son histoire est un rappel puissant que même lorsque la vie essaie de nous enterrer, nous avons le pouvoir de nous relever et de faire la différence. Si vous croyez en ce message d'espoir, de justice et de force inarrêtable, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo. La partager pourrait atteindre quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Et si vous voulez voir plus d'histoires qui inspirent, responsabilisent et mettent en lumière des héros de la vie réelle, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé, de vous soucier et de faire partie de ce voyage. Ensemble, nous pouvons aider à réécrire des histoires et à apporter de l'espoir là où il est le plus nécessaire. Restez forts, restez plein d'espoir, et n'oubliez pas, vous n'êtes jamais seul.